Salut à tous, allez, on se retrouve pour une nouvelle édition du débriefing F1, c'est sur motorstv.com. Après chaque Grand Prix, évidemment, on a hâte de se retrouver pour discuter de la course qu'on a vue la veille. Et là, Jean-Luc, je sais que tu ne t'es pas ennuyé en regardant ce Grand Prix d'Australie. J'espère que vous non plus, d'ailleurs. Non, salut à tous, salut LFB. Ouais, Beaucoup de questions aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a été un Grand Prix très animé. Button, vous le savez, a donc gagné devant Kubica et Massa. Ah, ceux qui avaient parié un podium. C'est du lourd, là. Au niveau des cotes, voilà. Là, c'est du lourd. Alors, on va y aller directement, Jean-Luc, parce qu'il y a toute une rafale de questions. Barton Gide, qui à mon avis est un nouveau venu sur le forum, donc on le salue, il a été sur le forum. C'est pas Button, c'est Barton Gide. Ouais, bon. Salut à lui alors. Bienvenue à lui. Ouais. Bienvenue, ouais. Tous les Grands Prix devraient être sous la pluie. Alors écoute, j'y vais carrément, oui. Entre nous, personne ne le saura. Avec Patrick Tambay, juste après, on s'est dit là, il faut absolument que Bernie nous invente un truc. Oui. C'est une arroseuse aléatoire. C'est-à-dire, tu programmes le truc et tu sais pas sur qui ça tombe, ni sur quel virage. Et tu as forcément de l'eau qui coule, pourquoi pas de l'huile, t'as gagné, non, t'as de l'eau qui coule à un endroit, tu sais pas ni comment, ni pourquoi, et pour quel moment, et pour combien de temps. Bon, non, c'est une vue de l'esprit, mais soyons clairs, l'apparition comme ça de conditions délicates avec une adhérence précaire, ça génère toujours des situations extrêmement intéressantes, déjà en termes de stratégie, même si là tout le monde a fait pareil, à monter naturellement les pneus intermédiaires au moment du départ, il n'y a pas moyen de faire autrement, ça génère des situations délicates. Au départ, tout le monde n'a pas. Au départ. Non, pareil après. Ah non, je parlais du départ. Voilà. Ensuite, il y a eu... Quelqu'un n'aurait pas pu tenter, non, déjà? Alors, moi, je pensais que Schumacher allait le tenter. Pareil, je me suis dit, ça, c'est un coup pour lui. Il y a un truc à faire, mais ça tombait trop fort. 1 sur 24 va le faire. Ça tombait trop fort. Et Schumacher était quand même pas trop mal placé. Je pense que c'était un truc pour quelqu'un loin derrière, en se disant, tant pis, je tente le coup, je pars en slick, on verra bien. Non, personne n'a osé. Et on a vu que quand Button, enfin, j'anticipe peut-être sur ce que tu vas demander, mais quand Button a monté les slicks plus tard, au 7e tour, il est sorti et c'était, bon, au début, très délicat. Donc, bref, Grand Prix extraordinaire, où on remet le pilotage en avant, où on remet le courage en avant. Moi, j'insiste toujours lourdement, parce que le circuit le permet, parce que ce circuit est un circuit limite à certains endroits, rapide, au ras des murs et tout. Enfin, faut en avoir, quoi. Je veux dire, c'est clair. Donc, voilà, un Grand Prix magnifique, servi par les événements, et puis un podium, tu l'as dit, un podium extraordinaire. Voilà. Alors, Dr. Drid évoque le vainqueur sur le forum, Button. Alors, fabuleuse course, très belle victoire. Est-ce qu'il confirme son statut de champion du monde? Avait-il besoin d'ailleurs de le confirmer? Peut-être un petit peu en fonction, parce que tu avais été dur après Bahreïn. J'ai été dur après Bahreïn, mais moi je fais noisette honorable, je reconnais. Non, mais à chaque course, son appréciation. Là, il a été impeccable. C'est-à-dire que là, pareil, il part donc un petit peu plus loin, il prend un départ extraordinaire. Bon, je rappelle quand même, c'est lui qui vient percuter Alonso, qui met Alonso en tête, involontairement naturellement, il met Alonso en tête à queue au milieu du paquet, qui lui expédie Schumacher, lui tord l'avant, l'aileron avant et l'expédie dans le bas-côté. Bon, et après, la course est neutralisée, on l'a dit, safety car, etc. Donc, il récupère les bénéfices. Il tente un pari audacieux en s'arrêtant le premier, en montant les pneus slick. Au début, on se dit, oh là là, il est hors de la piste et tout, ça y est, c'est râpé. Et puis après, il mène une course extraordinaire, mieux que les autres, une bonne stratégie, un coup de poker, il tient l'auto sur la piste. Et alors, élément important, comme il a un pilotage, on le sait, très fin, qui préserve la mécanique, préserve les pneumatiques, même si on a aperçu une trace noire sur l'arrière droit. L'arrière droit avait beaucoup souffert, il était limite, mais il l'a mené au bout, il a contenu tout le monde. Super, bravo. Donc il rattrape. Donc là, maintenant, la balle est dans le camp d'Hamilton. Alors Hamilton, pas très content. T'as vu, avec quelques petites déclarations aigro-douces sur la stratégie. Oui, il s'est arrêté 2 fois, Button une fois. Alors, est-ce que tu crois que c'est les débuts de la guéguerre interne ou oui, bien sûr. Hamilton, ça lui va très bien quand il domine son équipier, qu'il est sur le podium et que l'autre est tapé Taouchtok et qu'il lui colle je ne sais pas combien de dixièmes. Mais quand c'est l'inverse, il n'est pas content. D'ailleurs, on va parler des autres après. C'est toujours pareil. Ils ont un tel ego, etc. 2 champions du monde. Là, un magnifique sursaut de Button. Alors, revanche, en Malaisie, dès ce week-end. Donc, oui, c'est clair que là, Hamilton, et d'ailleurs, il dit, moi, c'est mon meilleur Grand Prix. Je n'ai jamais piloté comme ça de ma vie. C'est mon plus beau Grand Prix. Stratégie de l'équipe pourrie, on m'a pourri ma course, etc. 6e seulement. Oui, ça commence. Alors Cooper S pose la question sur Red Bull. On va rappeler qu'évidemment, Sébastien Vettel, un peu comme à Bahreïn, semblait bien contrôler les débats. Et puis cette sortie de piste complètement inattendue. On a pu penser que c'était une erreur de pilotage. Non. On a pu le penser. Oui. On l'a pensé d'ailleurs. Encore un problème apparemment. Technique, alors, on va attendre une confirmation totale. De quoi s'agit-il? Parce qu'au 13e tour, de mémoire quand même, c'est un petit 23, pardon. C'est un petit peu tôt dans la course, sur une course de 59 tours, mais bon, sait-on jamais. On a pu penser qu'il avait un petit peu mordu sur le bas-côté, même mettre la moitié des 2 roues de gauche sur une partie un petit peu humide et que c'est comme ça qu'il avait perdu le contrôle. Ça ressemblait à ça, avec peut-être aussi une balance de frein pas tout à fait bien réglée, avec un petit peu trop de frein sur l'arrière, tu rentres dans la courbe comme ça avec une demi-adhérence en moins et hop, ça part instantanément. Bon,
si lui invoque, et on va lui faire confiance, oui. Sébastien Vettel dit c'est un problème de frein, l'écurie ne dément pas, on va dire que c'est un problème de frein. Mais alors, Cooper se pose la question. Alors, est-ce que c'est encore la même histoire que l'an dernier? C'est-à-dire que la Red Bull très rapide, voire la plus rapide, mais il y a encore des problèmes de fiabilité. La plus rapide, puisque on rappelle qu'évidemment, sur la première ligne de la grille de départ, il y avait son équipier Weber, le régional de l'étape, qui était un petit peu agacé d'ailleurs de ne pas avoir signé la pole, c'est passé fin. Je rappelle que les 3 devant étaient en 1 dixième de seconde quand même, donc avec Alonso, donc ça passait quand même très fin. Donc, oui, c'est ça. Elle est rapide, cette Red Bull, elle est performante, mais elle manque de fiabilité. En tout cas, 2 courses, 2 pépins pour Vettel. Et Vettel était quasiment inconsolable. Quand il est revenu au stand, il avait le casque sur la tête, il regardait ses pieds, et tous les autres l'entouraient. Il était vraiment affecté. Mais il n'a pas bavé sur l'écurie. Enfin, je pense que là, à mon avis, le débriefing, ça a dû être sérieux. Parce qu'il a dû dire, bon les gars, maintenant, moi je veux bien me défoncer, mais au moins que ça roule jusqu'au bout. Voilà. J'ai 2 questions à te poser à propos de Ferrari. Là, c'est moi qui vais te les poser. La première concerne Alonso, qui part dernier, on va dire ça, une fois le premier virage fait, pratiquement, et qui finalement revient et met un peu la pression sur Massa. Est-ce que tu ne crois pas que pour Massa, c'est aussi un petit peu hard de voir que l'autre, revenant de derrière, est capable d'être plus rapide que lui? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu as pensé des communications radio qui m'ont semblé parfois un petit peu surréalistes, notamment chez Ferrari? Alors là, tu me tends une perche, mais en acier blindé. Je vais d'abord répondre pour Alonso, parce que Alonso, effectivement, il mène une course, un Grand Prix extraordinaire. Il repart dernier. On va en parler certainement après. Plus beau que celui de Schumacher, qui repart très loin aussi, mais qui bute, qui a du mal. La voiture est moins performante, attention, on va en parler. Mais bon, Alonso fait une remontée extraordinaire. Il arrive et derrière, il klaxonne. Il y a le petit train, il y a Kubica, il y a Massa, il y a lui, et puis il y a les autres qui remontent derrière. Il y a Hamilton, il y a Weber. Donc il est un petit peu, il fait le jambon dans le sandwich. Et donc, quelque part, il demande un petit peu à son écurie, est-ce que je peux passer, dégagez-moi ça un petit peu devant, tout en se disant, je ne vais pas tenter une attaque suicidaire ou un peu limite, parce que, vu l'ambiance, alors c'est clair qu'Alonso laisse entendre que là, on aurait dû, comme il était beaucoup plus rapide, on aurait dû le laisser passer. Bon, c'est la même en couleur, rouge, que celle des, que celle des McLaren. Voilà. Ça commence. Non, mais c'est le début. Donc je réponds. Alors après, les conversations, alors là, surréaliste. On a dit à Massa comment il fallait qu'il négocie un virage. Le cornichon d'or pour l'ingénieur de Massa, je ne sais pas comment il s'appelle, et il se le met Weevil cornichon. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Quand on entend un ingénieur, je veux bien qu'il lui apporte des informations complémentaires en lui disant, attends, t'as machin devant, vas-y, force un peu, c'est le moment, il y a un créneau de temps. La stratégie, le pilote, il peut pas trop s'en préoccuper. Ou il y a machin qui te remonte derrière, mais tu le vois pas. Si tu peux en remettre un petit coup. Mais là, dis vieux, t'as 2 tours, là, ce serait bien que tu le passes parce qu'il y a Bidule qui remonte. Je suis en train de lire le journal, j'ai le coude à la portière, tu fais bien de me réveiller, on va peut-être en mettre un petit coup. Et alors le summum, c'est effectivement le virage où il est à l'agonie de partout, il a plus de pneus avant, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Donc sous virage, il part trop loin, etc. Il réaccélère comme il peut, il sort évidemment, c'est le moment où les autres remontent. Et le joueur qui dit, à ta place, moi je freinerais plus tôt et je remettrais les gars. Non mais attends, là on est au comble, comble du ridicule. Je trouve ça d'un grotesque. Ou alors c'est codé, c'est peut-être codé, tu sais, après tout, c'est du 3e degré. Ou alors ils savent qu'on va les commuter et qu'on dit. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Alors, est-ce qu'il y a. Enfin, je ne vais pas dire des messages cachés parce qu'on va un petit peu trop loin. Ou est-ce que le type veut se faire un petit peu mousser, genre je conseille mon pilote, etc. Je le manage et j'en rajoute. Alors je sais bien en disant ça, on va me dire si c'est comme ça, on va pas vous donner les communications radio. Mais non, ayons des rapports intelligents entre pilote et ingénieur. Bon, alors je sais pas qui c'est celui-là, mais on va se renseigner. Allez, tu réponds vite parce que là, le temps presse. Open Wheel, l'équipe Renault a-t-elle les moyens de ses ambitions ou les aura-t-elle? Ses ambitions. Là, ils y sont. Ces ambitions. Alors là, même Éric Boulier l'a dit juste après, faire un podium au 2e Grand Prix, c'est plus que des ambitions. Là, je veux dire, ça dépasse l'entendement, ça dépasse le. Mais c'est pas un peu en fonction des circonstances. C'est circonstanciel, bien sûr. Mais les écuries fortes et les bons pilotes, et la Kubica par parenthèse nous a démontré, confirmé à nouveau que c'est un super pilote, 0 erreur, il est bon. L'écurie, 0 erreur, donc ça dépasse leurs ambitions. Là c'est. Alors les moyens, je te dirais que c'est pareil, c'est un Grand Prix atypique. Donc les moyens de saisir des opportunités, ils viennent de le prouver. Les moyens de continuer à les saisir, j'espère de tout cœur. Et encore une fois, avec certains qui se prennent les pieds dans le tapis, comme Red Bull, finalement, au bout de 4-5 Grands Prix, on fera le bilan. Bon, en tout cas, très belle deuxième et Petrov était pas mal, malheureusement, lui, éliminé un peu tôt. Il gâche un peu l'ensemble du week-end, même si jusque-là, il avait son 2e Grand Prix. Il nous a encore fait un départ fabuleux. Moi, il y en a 2 qui m'ont impressionné, aux essais, et le peu qu'ils ont fait, c'est Kobayashi. Bon, encore ça, on l'a pas vu. Kobayashi et Petrov, alors je peux dire, ceux-là, ils sont très solidement équipés. Si les petits canards les mangent pas, ça va aller très vite. Faut qu'ils aillent un peu plus loin, c'est tout. Cyberpipo,
Titeuf, GG et d'autres sur le forum de motorstv.com te posent la question bien évidemment sur Schumacher, Michael de son prénom, qu'on a trouvé globalement un petit peu en dedans. Alors, tu m'as dit de faire bref. Oui. Au niveau des essais, non. Il comble pratiquement la totalité de son retard. Il est à 1/10 de Rosberg. Donc, il était à 3, je le répète. Donc, il a comblé les 2/3 de son retard. Même si c'est pas le même circuit, c'est pas le même machin, mais bon. Donc, il est revenu dans le coup. Donc, il n'y a pas de problème. Après, le début de course, j'en ai parlé il y a un instant. Hein, donc, il se fait sortir, etc. Il repart loin, il change le museau. Alors, par parenthèse, tu parlais de conversation de l'ingénieur. L'ingénieur lui dit, dis donc, il est comment ton aileron avant? Et alors, le Schumacher, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le vois pas. Et nous, on voyait bien qu'il traînait par terre. C'est à lui de lui dire, ton aileron avant est planté, tu dois t'arrêter, on change le museau. Bon, enfin, allez, on passe. Donc, il repart, et là, ça stagne, quoi. Et là, ça stagne, avec surtout. Soirée, même le double. Exactement. Il bute sur Jaime Alguersuari avec une Toro Rosso. Qui pourrait être son fils. Qui pourrait être son fils, c'est exactement ça. Il pourrait être son fils, puisque Jaime, 20 ans à peine, 41 ans pour Schumacher. Alors là, oui, c'est vrai que là, c'est pas terrible, quoi. C'est clair, là, c'est une course à oublier. Il essayait un peu de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et moi, encore une fois, dès le départ, j'ai pensé que c'était une course pour lui. Là, une course de stratégie, une course de solide. Je me suis dit, là, il va nous sortir une course. Moi, je pensais à Hamilton, subtil aussi, je pensais. Et en plus, avec un Ross Brown derrière, avec un Brown derrière. Non, là, on s'est loupé. Bon, il marque un point quand même. Oui. Mais bon, va peut-être falloir commencer à y aller. Oui, faut y aller. Et en 30 secondes, qu'est-ce que tu peux répondre à Julien77 qui s'interroge quand même s'il dit bravo Button, que Button ait pu faire 50 tours avec les mêmes pneus? Je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière avant. Il serait souhaitable que Bridgestone propose des pneumatiques beaucoup plus différenciés que les pneumatiques avant. Notamment, puisqu'on a réduit volontairement justement la largeur de ces pneus avant, se dégrade plus rapidement. Parce que là, effectivement, on est dans un contexte qui est complètement un peu aberrant, où finalement tendre... Alors, on avait changé les caractéristiques des pneumatiques. Hein. Là, ce n'était pas les mêmes. On avait de mémoire des super soft et des moyens à Bahreïn. Et là, on avait des softs et des durs. L'écart, c'est toujours pas grand-chose. Donc, il y a un vrai problème de pneus. Moi, je plaide une nouvelle, je ne suis pas le seul, comme les pilotes, pour avoir effectivement des stratégies. Et je plaide aussi pour imposer, encore une fois, un deuxième arrêt. Et là, on aura de la stratégie. Parce que là, s'ils avaient dû tous repasser une deuxième fois par le stand, ou 3 fois, mais au moins 2 fois, et là, tu peux avoir une stratégie. Voilà, bon. Bon, allez, on va pas trop se plaindre parce que non, c'est vrai que non. Mais est-ce que ça n'a été que en fonction des circonstances? Est-ce que l'ennui ne va pas repointer un petit peu le bout de son nez en Malaisie? Circuit un peu à la Hermann Tilke? Oui, circuit moins naturel, c'est clair. En tout cas, comme là aussi, c'est en fin d'après-midi que ça va se disputer en heure locale, on n'est pas à l'abri d'une petite perturbation. 2 éléments pour rire. Les pilotes n'ont pas été gênés par le soleil, vu qu'il n'y en avait pas, parce qu'il faisait mauvais, et par les feuilles non plus. Et ça, c'est bizarre. L'an dernier, il y avait des feuilles un peu partout. Bon, comme quoi. Alors, tout ça pour dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. Alors, attention, ça sera le mardi qu'on se reverra, Jean-Luc, parce que lundi, férié. C'est mardi. Voilà, c'est comme ça. C'est mardi. Le débriefing est fin la semaine prochaine. Spécial Grand Prix de Malaisie, c'est mardi prochain. Mais on sera fidèle au poste, bien évidemment. Et on a hâte, parce que c'est dans une semaine, donc, qu'on va parler du 3e Grand Prix de l'année. Merci Jean-Luc. Avec grand plaisir. Merci à vous. Passez une bonne semaine. Réveillez-vous tôt, ça vaut le coup. C'est ça. Allez, salut. Salut.